Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de Smart Factory. Ça sera plutôt technique, donc avec des retours d'expérience de ce que l'on a réalisé, des schémas d'architecture. Donc, vous pouvez me poser plein de questions techniques sans problème. Donc, est-ce que c'est de l'industrie qu'on appelle 3.0 ou bien 4.0? Ce n'est pas quelque chose d'évident. Par le passé, c'était plus simple, disons. L'industrie, chaque révolution industrielle était, entre guillemets, évidente et facile, puisque au début, l'industrie 1.0, c'est l'invention des machines à vapeur. La 2.0, c'est quand, au niveau Charlie Chaplin, on commençait à fabriquer des pièces en série de façon massive. Ensuite, la 3.0, c'est quand on a eu des robots qui commençaient à pointer du bout du nez. Et enfin, la dernière révolution, c'est la partie industrie 4.0. Alors la 4.0, elle est plus compliquée puisqu'elle se base sur du 3.0 et puis vu de l'extérieur, on ne voit quasiment aucune différence. La révolution en question, elle est plus difficile à comprendre et puis justement, on va voir comment est-ce que l'on peut faire. Et pour pouvoir vous lancer en tant que développeur ou architecte, pour pouvoir vous lancer dans cette aventure, qu'est-ce que l'on va faire? Quand on est fauché, on n'a pas une usine sous le coude. Tout le monde n'a pas une usine dans le coin de la rue. Pour apprendre à développer dessus, pour faire du dev test, de la recette, déployer en pré-prod et en production. Du coup, comment est-ce qu'on va faire tout ça? Alors, donc, si vous n'avez pas forcément plein d'argent pour pouvoir avoir une usine de 2 millions d'euros pour faire des tests, eh bien, on propose au niveau du MUG de mettre à disposition une plateforme qui a été open sourcée. Donc, au niveau du MUG, donc, il y a le Bill of Material, la liste de tous les éléments qui se trouvent sous vos yeux. Donc, certains de nos fichiers 3D, notamment ce bras robot, ne peuvent pas passer, à moins peut-être de le zipper en plusieurs petits bouts. En tout cas, vous pouvez refabriquer à loisir une usine, une plateforme, et cette plateforme reproduira des possibilités de connexion à de véritables matériels, comme ce bras robot Stobli à gauche, là, que l'on voit, avec des télécommandes, de l'IoT Edge, on peut brancher des caméras, etc. Donc, qu'est-ce que l'on peut déployer sur cette plateforme? Alors, donc, on parle d'IoT industriel, d'OPCUA, de réalité virtuelle, intelligence artificielle, etc., etc. Il y en a plein, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, supply chain, MES, les ERP, etc. Le cloud. Alors, évidemment, vous n'allez pas vous lancer dans cette quête du Graal en un seul coup, hein. Donc, vous allez découvrir sur le site du MUG, du GitHub du MUG, du matériel industriel. Ensuite, il y a des phases où vous allez vous former, déployer du matériel industriel et enfin, quand vous êtes champion, vous allez pouvoir déployer dans le monde. Donc, déployer dans le monde, c'est plusieurs centaines de jours de travail. Sinon, avec une trentaine de jours de travail, vous pouvez déployer des petits projets. Alors nous, aujourd'hui, on est en mode découverte et je vais me concentrer sur cette partie-là. Alors l'architecture en question, donc il y a une architecture assez, pas complexe, mais elle peut être effrayante dès le départ. En gros, on a une usine à gauche, là, avant ce petit trait, ces traits pointillés. Une fois que l'on a véhiculé ces informations de robots sur un réseau, on travaille sur la partie Edge Computing, donc la partie entre guillemets, moi j'appelle ça le mini cloud. Donc c'est un mini cloud dans l'usine où on va travailler sur les données, nettoyer les données, mettre de l'intelligence artificielle pour détecter par exemple des pannes potentielles. Donc on va travailler ici sur cette partie-là. Alors pour cette partie-là, Edge Computing, c'est la boîte noire, la grosse boîte noire. Ici, c'est un Hewlett Packard Enterprise EL300. C'est ce truc géant ici qui pèse 5 kg. On peut sauter dessus, c'est industriel, on met de l'huile dessus, il n'y a pas de ventilateur, c'est fanless, donc c'est quasi indestructible. Voilà, ça c'est la partie IoT Edge. Et une fois que l'on a travaillé sur les données, là on ne parle pas d'Internet encore, on va pouvoir envoyer les données sur Internet et les recevoir donc en mode bidirectionnel. Donc d'un côté, on envoie les données sur un cloud, qu'il soit Amazon, Azure, Google, un cloud privé, peu importe. Et lorsque l'on aura fait des actions ici, par exemple sur le navigateur ou depuis votre téléphone portable, ces actions vont redescendre dans les usines au bon endroit. Donc, il y a un aller-retour quasi temps réel à réaliser. Voilà l'architecture en vue de dessus. Donc ça, c'est un exemple avec notamment quelques briques de RP, avec du SAP.
voilà ce que ça donne en vue de dessus, en mode archi un peu plus détaillé. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Si vous avez des questions, vous me poserez des questions à ce niveau-là. Mais c'est pour montrer la jungle possible de configuration pour avoir une architecture qui, pour information, globalement, en 3-4 jours, on obtient cette architecture-là. Le plus difficile, c'est de nettoyer et de travailler sur les données, c'est-à-dire travailler sur les données. Il va y avoir différents types de robots, de moteurs, de pièces fabriquées, etc. Donc, ces informations qui nous sont remontées en JSON ou alors en télémétrie, c'est-à-dire en mode Morse, via des protocoles MQTT à MQP, donc via des queues, nous sont remontées, sont traitées dans la box EL300, là, le mini cloud, et cette box envoie soit dans un cloud, dans IoT Hub, donc dans un hub de données en mode AMQP, c'est-à-dire toujours en morse, des petits messages, soit si les messages sont conséquents, on envoie en mode file upload, une espèce de VPN connecté à un FTP, donc je simplifie, évidemment ce n'est pas ça, c'est plus sophistiqué, pour arriver à mettre les informations dans un data lake. Une fois que les infos sont dans un data lake, on va pouvoir travailler dessus en mode Databricks. Databricks, c'est une brique open source. Hein. Là, c'est Azure, mais ça peut être Amazon ou autre en Databricks. Et puis, on fait la dernière étage de la fusée, des restitutions, un data warehouse en mode relationnel pour pouvoir faire de la restitution sur des dashboards. Voilà. Donc, je ne vais pas rentrer plus dans le détail que ça. On va débuter par le développeur avec la solution du pauvre. Donc, la solution du pauvre, lui, il peut avoir vous avez votre exe et sur cette partie, donc, sur cette partie commande, vous allez retrouver le code source du mug. Donc, admettons qu'il soit ici. Et puis après, vous allez pouvoir ouvrir une session, lancer la récupération du code Node.js en ligne de commande et puis lancer les commandes pour pouvoir simuler les télémétries. Donc, les télémétries, en gros, ce sont des valeurs qui bougent. Et si je reviens sur un schéma d'architecture, c'est ça les télémétries. C'est cette boîte-là qui envoie en flux continu des informations. Donc, ça, c'est la solution du pauvre. C'est le CMD classique sous DOS pour pouvoir lancer des télémétries. Ensuite, ces télémétries, ce n'est pas le tout d'envoyer ces télémétries. Au niveau du simulateur, vous allez vouloir monitorer ce qui se passe sur les différents serveurs. Donc, pour pouvoir monitorer, il y a des outils de monitoring, il y en a plusieurs. J'en ai ouvert un sous le coude ici. Donc, sous le coude, j'ai ouvert un simulateur qui reprend ici un bras robot Stobli sur mon PC, INV, etc. Donc, ça, c'est le robot Stobli qui est branché. Alors, pourquoi il est branché? C'est que, justement, si vous n'avez pas la solution du pauvre, vous avez la solution un petit peu extrême avec un modèle 3D sur lequel vous allez interagir. Donc, vous allez disposer d'un robot. Un robot en 3 dimensions. Alors, ce n'est pas juste un dessin en 3D, ce n'est pas du Blender que vous allez pouvoir juste animer. Derrière, il y a des instructions physiques. Donc, vous allez pouvoir travailler sur la rotation. C'est-à-dire que ce que je fais ici à la souris, je vais pouvoir le faire également avec du Node.js en JavaScript, hein, ou également avec mes outils de debug. Donc, les outils de debug que j'ai montrés tout à l'heure ici sur cette partie-là. Cet outil de debug, on voit qu'il est bien branché à un Stobli. Et puisqu'on est branché sur le Stobli, on va, comme dans la conception objet, vous allez avoir le serveur. À l'intérieur du serveur, vous allez avoir le serveur, les capacités du serveur. À l'intérieur de la capacité du serveur, vous allez obtenir un autre objet qui, en cascade, vous allez pouvoir retrouver tous les différents objets disponibles sur le robot. Évidemment, une fois que vous avez l'objet, par exemple, l'objet qui s'appelle sur le serveur INV, la valeur English, si je me dis le robot, je ne veux pas qu'il soit English, je vais mettre en French et je vais pouvoir modifier et rajouter et changer la configuration de ce robot pour qu'il soit en français. Donc voilà les différentes solutions pour pouvoir débugger en mode industriel. Donc voilà, ça sur cette partie-là. Je ne sais pas si vous avez des questions particulières sur cette partie. Ce n'est pas quelque chose d'évident, donc j'ai essayé de simplifier au maximum. Mais globalement, OPCUA,
c'est comme si vous aviez plusieurs PC connectés sur un réseau et vous pouvez brancher ces outils de debug sur n'importe quel PC et vous allez pouvoir récupérer ces trames qui circulent. Voilà. Et le PC, entre guillemets, en bout de chaîne, le PC en bout de chaîne, c'est le PC noir ici, caché derrière des firewalls. C'est lui qui va processer et travailler sur ces données en temps réel. Et vous pouvez avoir parfois 10 milliards d'informations qui arrivent sur ce pauvre PC-là. Évidemment, ce PC sera équipé de cartes face Fourier transform pour pouvoir faire du sampling sur ces informations-là et pour qu'on puisse, nous, humains, gérer ces données et les afficher. Donc, ça ne sert à rien d'avoir 1 milliard d'informations à la seconde sur sur un écran avec quelques pixels de résolution. Même sur un écran 4K, ça ne servira à rien. Donc voilà, il y a tout un tas d'intérêts. Si vous voulez que je déroule les use cases au-delà de la partie technique, je peux également présenter des use cases fonctionnels du pourquoi on fait tout ça. Voilà, ça c'est la partie robot Stobly, donc le simulateur que vous avez vu. D'ailleurs, de ce que je comprends, des personnes du MUG ont travaillé sur ce logiciel également. Donc, on a une télécommande ici également qui a été simulée. Par contre, ce sont des vraies commandes. Si on appuie sur le plus ici sur la partie 3D, on va vraiment avoir des robots qui bougent de cette façon-là. Ce qui veut dire que le jour où on branche le véritable robot, au lieu d'avoir mon URL local avec ce robot-là, on va brancher sur une autre adresse IP qui, elle, sera la véritable ici. Au lieu d'avoir un localhost sur le port 850, on va avoir le véritable robot et on va travailler de la même façon par rapport à l'usine que je vous avais présentée tout à l'heure. Alors, ça c'est un exemple de robot. La partie automate programmable. Derrière le robot, comment ça fonctionne? Alors, si on prend un automate programmable en mode simplification, là c'est un abus de langage que j'appelle ça automate programmable, mais en gros, c'est une unité d'entrée et de sortie qui comporte ici, voilà, input-output, les entrées et les sorties. Sur ces entrées et ces sorties, vous allez pouvoir regarder le voltage, travailler sur le CPU, etc. C'est l'arborescence au PCUA dont je vous parlais tout à l'heure. Et vous allez pouvoir soit écrire sur ces informations-là, écrire par exemple pour allumer une lupiote, pour allumer un ventilateur, ou lire les informations. Donc, vous allez lire les informations du robot. Est-ce que le robot, si on lui branche une caméra, si on lui adjoint une caméra, est-ce que la caméra retourne, voit des personnes qui sont… c'est un classique tarte à la crème. Est-ce que les gens sont souriants? Est-ce que la personne, il y avait le capteur laser tout à l'heure, est-ce que la personne se trouve à moins d'1,50 m de moi? S'il est à moins d'1,50 m, je ralentis la vitesse du robot. Donc, on va pouvoir interagir avec l'environnement. Également, par exemple, le monitor speed. Le monitor speed, c'est la vitesse du robot. Si tout simplement je lui dis 100%, donc je modifie dans mon petit code en Node.js, je lui mets 100%, et bien le robot va travailler à 100%. Si je lui dis entrer la valeur ici, soit Node.js, soit notre interface graphique toujours en JavaScript, on lui met 50, et bien le robot va travailler à 50% de son potentiel. C'est aussi simple que ça. Avec une passerelle AMQP en mode bidirectionnel, ça permet de faire en sorte que le patron d'usine puisse monitorer son usine en confiné. Là, c'est d'actualité, on est reconfiné partiellement. Du coup, il va pouvoir monitorer les usines et donner des instructions au robot, pas d'arrêter le robot, mais d'allumer des gyrophares, etc., pour les peu de personnes qui se trouvent encore dans l'usine. Donc voilà, ça c'est un exemple de use case. Voilà, du coup, monitor speed, si je mets 0%, ben voilà, il va diminuer la vitesse du robot. Ce sont des indicateurs temps réel qui remontent et qui sont actionnables. C'est-à-dire, je rentre une valeur ici, je mets 50, le monitor speed, et bien l'information 50 passe dans tout Azure, hop, redescend à côté du robot et le robot peut ralentir. La partie Edge Computing, c'est quoi le Edge Computing? C'est le mini cloud ici qui nous permet, alors derrière ce mini cloud, pourquoi j'appelle ça un mini cloud? C'est que ce mini cloud est connecté au vrai cloud qui comporte des containers Docker. Donc ces containers Docker vont vous permettre de fabriquer des microservices qui vont pouvoir descendre dans les usines. Donc, c'est-à-dire que là, tout à l'heure, je vais envoyer, ou demain, je vais envoyer un gros colis à mon client qui va arriver tout au nord de la France. Dans ce colis-là, on comportera une boîte de 5-6 kilos
Et pourtant, on va déployer, nous, développeurs, des containers dans le cloud Azure. Et quand le client aura branché cette boîte et sécurisé la connexion entre cette boîte et Azure, eh bien, nos microservices vont descendre dans la boîte et on va fabriquer un mini cloud au plus près du client. Voilà. Donc ça, je ne vais pas rentrer dans le détail, sauf si vous me posez plein de questions dessus. Mais globalement, il y a beaucoup d'open source dans ces projets. Donc, nos développeurs, globalement, ce sont des développeurs open source qui travaillent sur ces projets d'usines connectées. Et ça séduit pas mal de clients, d'ailleurs, la partie open source, même les multinationales, parce qu'ils aiment bien avoir la main sur le code source et surtout se dire, voilà, nous, on est propriétaire de ce code-là. Voilà, quelques exemples d'applications. Donc, des applications, ça peut être au niveau de l'école, hein. Voilà, pour apprendre ce que c'est. Comme aujourd'hui, je vous fais une version très accélérée. On peut également déployer dans de véritables usines. Comme vous avez vu, on peut connecter à de véritables robots. Donc, on prend pas l'usine en bois que je vous ai présentée, mais l'intérieur de cette usine en bois et on la déploie. Alors ici, on devine une boîte noire, elle doit être par là. Ou alors ici, on la dépose à côté du robot avec le petit fil de debug. Ici, c'est un fil réseau, c'est un câble réseau. Et on voit les données circuler en temps réel. Les données, nous, on les simulait avec un Node.js, ou alors c'était un simulateur de bras robot. Donc, on voit circuler ces données en temps réel. Et le but, c'est de remonter ces données dans un data lake pour pouvoir les exploiter. Ce n'est pas le tout de voir ces données circuler. Donc, ça, c'est un exemple de SAP. Oui, j'écoute. Il y a Ludovic qui demande si les industriels ne sont pas frileux à exposer leurs données de production sur le cloud Azure. Alors, certains industriels débutent avec de l'Amazon ou certains autres avec du Google Cloud Platform. Et il se trouve que certains industriels, Google, on connaît la capacité de Google, le business model de Google, c'est quand même de pouvoir prendre les données, d'exposer des services gratuits ou payants parfois, et malgré tout, de monitorer tout ce qui se passe. Donc, quand on est dans le domaine de l'automobile, ça peut être délicat que de donner et de remettre ces données à un Google Cloud Platform, ou alors ces vaccins, si on est dans le domaine de la pharma, donc à Google. Donc certains vont s'éloigner de Google, d'autant plus il y a au-delà de la partie je mets mes données dans un cloud, hein, j'y reviendrai sur la suite. Donc ça, je réponds à la question, je mets mes données dans un cloud. Donc ça, c'est la partie Google. Certains sont frileux et il y a des changements de stratégie. J'ai discuté avec les patrons de Google. Avant, j'étais sur un cloud XYZ et Google me propose 50% de réduction. Google est très agressif et tant mieux. Et donc, eh bien, au niveau du groupe mondial, on va mettre en place du Google Cloud Platform. Qui nous espionne ou qui ne nous espionne pas, tant pis, on fait avec, puisqu'on économise tellement d'argent. Donc voilà, ça c'est la partie Google. La partie Amazon, je vais dire la FNAC. La FNAC qui gère des livres. La FNAC, est-ce qu'ils vont mettre en place la FNAC sur un cloud Amazon? Est-ce que la FNAC va prendre le risque de donner ses données de livres, etc., de vente à un Amazon? Donc voilà, ça c'est des questionnements à se poser. Et parmi tout ça, il y a le Cloud Azure également qui intervient. Le Cloud Azure, donc le business model professionnel du Cloud Azure est le suivant. Pourquoi je dis professionnel? Parce que si on est en mode public, donc le OneDrive, etc., il y a de la pub, il y a des cookies, etc. Donc là, je parle bien de la partie privée. La partie privée professionnelle fonctionne de la façon suivante. Il y a des certificats et des homologations qui sont drastiques, qui sont élevés, très élevés. Amazon également dispose de ces standards, mais Azure dispose d'un standard très élevé, notamment dans le médical, dans le pharma. Donc, on va très, très loin, dans le militaire également, dans tout ce qui est gouvernemental également, gouvernemental américain. Donc, il y a des accréditations qui ne sont pas forcément égales. Ce n'est pas du 1 pour 1 dans tous les clouds. Donc ça, c'est cloud et cloud. Il y a plusieurs types de cloud. Ça, j'espère pouvoir ou avoir répondu sur la partie cloud. Ensuite, il y a les différentes technologies. Parce que ce n'est pas le tout de choisir les clouds. Les technos,
Voilà, ça va être les supports sur ce type d'automates programmables. Est-ce que sur ces automates programmables ou ces robots, on va pouvoir déposer des certificats de sécurité X509? Oui ou non? Est-ce qu'on va pouvoir travailler en mode bidirectionnel en temps réel? Oui ou non? Ou alors en mode avec un tunnel VPN d'il y a 15 ans, oui, ça marchait. On pouvait faire ce genre de choses. On pouvait également travailler avec du WebSocket en mode connecté, c'est-à-dire on va travailler en mode… Alors, je vais mettre un petit pointeur laser fictif ici. On va pouvoir travailler en mode bidirectionnel avec du WebSocket pour lequel, entre guillemets, on crée une liaison forte entre cette boîte noire et le cloud, sauf qu'on ne va pas pouvoir scaler suffisamment. Le WebSocket, à un moment donné, peut-être pas autant que le VPN, mais le WebSocket va montrer des limitations lorsque l'on va vouloir connecter des centaines d'usines, et chaque usine regorge de centaines de robots qui, chaque robot, remonte des milliers d'informations à la seconde. Le pauvre WebSocket va montrer des faiblesses à ce niveau-là, d'une part, et le WebSocket également côté, entre guillemets, multi-support, et on l'a vu sur des navigateurs web, eh bien, va cracher certains navigateurs web, puisque le navigateur web va se retrouver noyé de nombreux messages. Et là, il faut tester les différents navigateurs web. Là où des protocoles plus modernes, en mode, plus prévus à cet effet, pour gérer la charge, donc les queues. Donc les queues, justement, les queues, comme les files d'attente au supermarché, ça a été prévu à cet effet-là pour faire en sorte que, comme à la FNAC, des fois, il n'y a pas beaucoup de queues ou Decathlon, vous pouvez avancer vite. Et ou comme Disneyland, de temps en temps, ils vont vous fabriquer un zigzag comme pas possible de queue, et vous pouvez attendre 30 minutes sans perdre d'informations au bout des 30 minutes, voilà, ou voire même 1 heure. Donc, le WebSocket ne va pas pouvoir permettre de gérer ce genre de choses-là, monter en scalabilité extrême. Donc, voilà, j'espère avoir répondu sur le volet de la marque du cloud et puis sur les types de protocoles supportés. On ne peut pas faire mieux. Donc, Sylvain demandait, est-ce que dans un cas réel, l'ensemble des machines et les autres PLC ne seraient pas connectés à un SCADA et le SCADA au cloud? Oui, alors le SCADA existe de façon historique, et là, c'est d'ailleurs, le but, ce n'est pas de remplacer le SCADA. Et le SCADA, lui, va, entre guillemets, on le laisse là où il est. Évidemment, oui, on peut connecter le SCADA. Par contre, attendez, je vais reprendre un petit schéma d'archi ici. Je vais cacher cette partie-là. Le SCADA, oui, c'est possible, mais ça rajoute une surcouche en termes de vitesse. Attendez, je vais revenir sur le schéma d'archi de traitement des données. C'est-à-dire que ça rajoute une surcouche. Il n'y a pas de souci à le faire. Après, est-ce que le SCADA peut parler en OPSUA? Habituellement, pas forcément. Donc, c'est plus, on va chercher les données à la source. Attendez, je vais demander de faire moins fort à côté, si c'est possible. Donc, l'idée, c'est quand même d'aller chercher les données brutes à la source et de court-circuiter un maximum de choses pour pouvoir les remonter. Je reprends l'exemple. Si on a une sinusoïde à gérer, vous n'allez pas remonter tous les points de la sinusoïde sur le cloud. Ça n'a aucun sens. Donc, par contre, si la sinusoïde est détectée ici au niveau du edge computing et le modèle dit que voilà, c'est une sinusoïde, on remonte juste que c'est un sinus de x plus 2 à ce niveau-là. Le SCADA, c'est un autre. Le SCADA rajoute des traitements qui, oui, aucun problème, on peut remonter les informations, mais ils ne seront pas forcément compatibles avec des protocoles de MQTT ou MQP, voilà, en mode bidirectionnel, parce que ça rajoute une surcouche, voilà, tout simplement. Et rajouter des surcouches, pour l'avoir déjà fait dans des cas réels, vous perdez 30 millisecondes ici, 500 millisecondes là, 1 seconde par ici, 3 secondes par ici. Au bout de toute la chaîne, avec du JavaScript, un rendu, pour peu qu'il soit sous Angular, avec plusieurs mégas de données, juste pour afficher une page web single page application, là, il s'écoule réellement et littéralement 5 minutes, 10 minutes. Donc, si vous voulez travailler en temps réel, ce n'est pas la bonne chose. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Vraiment chercher la donnée la plus brute possible, la traiter
le plus vite possible également et retourner le message pour travailler en mode aller-retour. Ça, c'est la partie Edge Computing, justement. La partie SCADA, comme ce sont des technologies existantes, on ne va pas pouvoir adjoindre du mini-cloud avec des containers Docker, rajouter de la data science, des intelligences artificielles qui ont été entraînées et qui descendent dans le SCADA. Donc, c'est plus par rapport aux limitations du SCADA également. Donc, on ne connecte pas forcément le SCADA, même si c'est faisable. Voilà quelques applications. Là, c'est chez SAP, donc il y a tout un tas de bras robots. Donc, si vous avez un patron d'usine qui souhaite se lancer dans les usines connectées, vous pouvez demander rendez-vous à SAP ou vous posez la question, je vous donnerai les contacts pour pouvoir visiter ce showroom. Il n'y a pas que cette partie-là, il y a vraiment la partie médicale, santé, retail, donc c'est assez grand, c'est plusieurs millions, je suppose, d'euros d'investissement pour pouvoir vous rendre compte des nouveautés. Voilà. Je vous parlais de l'intelligence artificielle. Là, c'est un projet Schneider Electric sur une machine Productis qui consiste en mode éducatif, donc pour que vous puissiez vous familiariser avec l'industrie 4.0, qui consiste à remplir des bocaux de billes blanches ou vertes. Donc, l'intelligence artificielle que j'ai créée en Custom Vision, ça s'appelle, en mode Object Detection, donc va permettre de détecter les objets, donc billes blanches, billes vertes, billes vertes, billes vertes, etc. Et entraîner les modèles pour faire en sorte que quand le robot ou la caméra passe au-dessus d'un bocal contenant un intrus, ici, on va pouvoir détecter les intrus ou voir compter les billes si on n'a pas une pile de billes qui cacherait d'autres billes. Voilà, ça, ce sont des exemples. Et ce type de choses-là ne descendent pas automatiquement dans les SCADA, par exemple. Ils vont descendre automatiquement dans la partie Edge Computing. Et ce Edge Computing va travailler avec le ou les robots ou les automates programmables directement. Voilà. Un autre exemple, c'est le Remote Assist. Le Remote Assist, là, c'est l'usine que je vous avais présentée. Ici se trouve l'expert à distance. Ici, surtout, donc, je vais prendre le véritable cas de figure des usines connectées. Donc, les usines ou les industries connectées, ça peut être ici, pas que des usines, ça peut être une ferme connectée. Donc, vous avez une ferme avec du bétail ou un champ. Et dans cette ferme, eh bien, votre personne, qui peut être le fermier, il chausse ses lunettes de réalité augmentée. Alors, ça paraît fictif. Hein, pour le coup, je peux vous assurer que ce n'est pas du fictif. Hein, ce sont des véritables use cases. Évidemment, ce sont des fermiers qui disposent d'un budget assez important et d'une exploitation en plusieurs hectares. Ce n'est pas le petit vignoble avec 4 pieds de raisin qui va mettre en place ces technologies. Donc, il va pouvoir interagir sur sa ferme ou son usine de fabrication de médicaments. Or, la fabrication de médicaments, vous avez besoin de toute une ribambelle d'experts, soit avec vous, donc ils viennent avec vous. Or, en mode confiné, on le sait que ce n'est pas possible. Donc, on va avoir qu'une ou deux personnes sur place avec des lunettes. Et les experts en question vont pouvoir se connecter à une session Zoom, Teams, etc., une session de travail collaborative. Et puis, on va dialoguer et discuter, dialoguer avec la voix, mais dialoguer également avec des dessins. Donc, cet expert-là va pouvoir entourer, dire, voilà, ici, il y a un bras robot. Donc, il dessine son bras robot sur l'écran tactile ou avec la souris. Et puis, le bras robot, cette personne ici va voir le bras robot avec un dessin holographique qui va entourer le robot. Et il peut bouger, rapprocher sa tête du bras robot. Le dessin holographique sera ancré dans le véritable objet. Donc, il y a une interaction entre l'hologramme qui est ancré dans le monde réel. Donc là, ça s'appelle la réalité mixte. Donc voilà, c'est au-delà de la réalité augmentée. Donc il y a plusieurs marques de lunettes, hein, HoloLens ou d'autres. Il y a des marques de logiciels également pour gérer ça, Microsoft Teams et d'autres logiciels. PTC également permet de réaliser ça. PTC Vuforia Chalk, par exemple. Donc voilà, avec chacun des avantages, des inconvénients, des prix différents, voilà, selon votre budget, vos contraintes. Certains ont des besoins de contraintes
d'IP, c'est-à-dire de protection à la poussière, d'absorption de bruit. Parfois, dans des fermes, dans des usines, il y a 80 décibels. Donc, quand vous parlez comme aujourd'hui, là, j'ai demandé à ce que autour de moi, personne ne parle, parce que je n'ai pas des casques qui absorbent le son ambiant pour pouvoir faire en sorte que vous m'entendiez correctement. Par contre, certains casques sont équipés. Vincent, oui, j'écoute. Question, le showroom que tu as montré tout à l'heure, oui. Il est visible où? Alors, le showroom, celui-ci, c'est le showroom de SAP. C'est du côté de Paris, au nord de Paris, Levallois-Perret. Donc, si vous êtes un industriel qui souhaitait vous lancer dans les usines connectées, vous pouvez demander, on ne peut pas juste faire bonjour SAP, est-ce que je peux venir chez vous? Donc, passez par moi. Moi, j'ai les contacts pour pouvoir vous organiser des rendez-vous dans ce showroom-là. Donc, pour information, si vous êtes lyonnais, on a des partenaires. Donc, les partenaires, ce seront Microsoft. Donc, Microsoft Lab Experiences en France. Donc, il y en a à Lyon, Bordeaux, Toulouse. Il y a à Marseille, Nantes. J'espère que je n'ai pas oublié de sites. Donc, les sites partenaires Microsoft. Et il y a d'autres sites partenaires également qui mettront à disposition ce type de démonstrateur-là. Voilà. Donc voilà, ça c'est le mode caravane de luxe, puisque c'est opérationnel. Après, si vous voulez l'original en millions d'euros et le voir fonctionner, c'est chez SAP également. Microsoft dispose d'un ce qu'on appelle un MTC, Microsoft Technology Center, c'est également à Paris, pour pouvoir voir ce genre de choses-là. Est-ce que ça répond aux questions? Je pense que oui. Ok, super. Donc voilà. Donc à Lyon, si vous êtes à Lyon et que vous, en mode confiné, vous voulez pas, ou en mode soit confiné, soit en mode couvre-feu, vous ne voulez pas aller jusqu'à Paris, ou vous ne pouvez pas aller à Paris, on a à Lyon ce type de démonstrateur. Voilà. Bon, ça c'est un exemple de robot qui remonte des informations. En OPCUA, on a les agrégateurs de données, des passerelles, certains appellent ça des passerelles, des gateways, c'est les synonymes. Donc, cette gateway envoie les informations dans du edge computing et qui envoie ces données au travers d'un firewall, puisque tout est sécurisé ici à gauche, dans un cloud. Et ce cloud peut être connecté à différents… Une fois qu'on est dans le cloud, on est ouvert au monde. On peut connecter du Salesforce, du SAP, du Dynamics 365, du Power BI, de l'Azure Active Directory, du Google, des identités Google, du Facebook, vous faire ce que vous voulez. C'est la liberté ici. Et surtout, c'est la liberté puisqu'on va avoir le data lake, l'entrepôt de données sur lequel les informations, et je dis bien les informations, disons, smart data, les informations intelligentes vont remonter là-dedans. Le but, ce n'est pas de monter des milliards d'informations dans le data lake. Ici, il y a un premier filtre pour nettoyer les données. Et ici, c'est un deuxième filtre pour nettoyer et travailler sur les données et les valoriser. C'est pour ça qu'on fait ça. C'est pour centraliser les données, les valoriser, prendre des décisions, anticiper le futur, et voilà, faire de la maintenance, on en parle souvent, mais faire de la maintenance préventive. Voilà. Donc, et puis, dès qu'il y a une alerte, du côté de l'utilisateur, sur un téléphone, sur une tablette, sur un PC, l'alerte redescend dans l'usine au bon endroit. Même si vous avez 500 usines dans le monde, cette alerte sait où aller. Et notamment grâce à OPCUA qui, en gros, c'est une conception objet, comme je le disais, qui permet de retrouver le parent au-dessus, les liens de parenté. Voilà, des applications. On applique ce genre de choses pour des drones, donc des drones particuliers. Ce n'est pas des drones de Carrefour à 50 ou 300 euros que vous télécommandez. Là, ce sont des drones autonomes. Ils se disent, tiens, il y a une mission à réaliser, hop, d'autorité, il va faire sa mission de reconnaissance, il prend tout un tas de photos, de vidéos dans un domaine privé, donc ce n'est pas du public, hein, le public, on n'a pas le droit. Donc, dans un usage privé, ça va être des surveillances de centrales nucléaires, de ports, le port de Dunkerque ou différents ports, pour voir si on ne vole pas des containers, etc. Ça peut être des surveillances d'ouvrages d'art. Donc voilà, ces drones autonomes sont connectables et sont connectés d'ailleurs, c'est de la prod, donc en production et c'est public, donc sont connectés à de l'Azure,
avec des standards qui arrivent, et là c'est public, donc j'ai le droit de le citer puisque j'ai vu circuler ces infos publiques, avec des données jusqu'aux standards militaires. Donc on nous posait la question de quel type de... est-ce que tel ou tel cloud sont fiables ou pas. Voilà. Ces types d'informations sont disponibles en public, donc je peux me permettre de les citer, sinon évidemment je n'ai pas du tout le droit de parler des projets confidentiels. Donc si on retire l'usine, je vous avais parlé, et qu'on remplace par les fermes, il suffit de faire les fermes connectées, c'est quasiment la même chose, avec des robots, entre guillemets des robots en millions d'euros en moins. Par contre, il y a certains robots, et j'ai découvert ça, ce sont des robots, donc si vous connaissez des robots à la maison, les aspirateurs robots, ou si vous avez un jardin et que vous êtes fortuné, donc c'est des tondeuses à gazon autonomes. Donc là, c'est un gros robot volant. Hein. Eh bien, je ne savais pas, mais il y a la même chose au niveau des fermes connectées. Donc, le matériel, donc vous avez les tracteurs et tout ce qui est derrière le tracteur, je ne sais pas, moissonneuse, batteuse et autres. Donc, ce type de matériel industriel se transpose en robot. Donc, le robot, toute la journée, il peut circuler, guidé par des satellites, etc. Donc, ce genre de choses-là s'applique également à des champs. Vous allez me dire à quoi ça sert. Ça sert à faire en sorte que, puisque le champ ou les champs sont connectés, on va savoir où est-ce qu'il faut irriguer au lieu d'asperger de l'eau. Et moi, je vois ça souvent en plein cagnard en milieu de journée. Ben là, on perd la moitié de l'eau. Le temps que la goutte d'eau retombe sur le sol, eh bien, on va pouvoir faire un calcul entre la quantité d'eau injectée sur cet arroseur et le sol humidifié. On va pouvoir faire un ratio et peut-être se dire, même sans même faire des calculs d'IoT, d'Internet des objets connectés, peut-être que si j'arrosais très tôt le matin ou très tard le soir, j'économiserais, je ne sais pas, les 2/3 de mon argent en eau. Et donc, cette même logique s'applique un petit peu partout. Au lieu de passer 3 machines différentes sur le sillon, eh bien, si on sait qu'il faut passer telle machine à tel endroit, creuser les sillons à telle profondeur, en fait, il y a moins de désherbants à mettre, puisque selon telle hauteur, les racines des mauvaises herbes font comme ci et comme ça. Donc, il y a tout un tas de critères qui font qu'il y a besoin de moins de désherbants. C'est assez surprenant. Donc, j'ai découvert un univers assez particulier. Ou dans le monde médical. Donc, le monde médical, les robots Stobli jaunes que l'on a vu tout à l'heure, là, c'est son copain, c'est son petit cousin en blanc, histoire de le distinguer. Et donc, sous cellophane, il opère grâce à ce chirurgien que l'on retrouve ici. C'est un chirurgien, il a opéré, c'est une première mondiale, c'est un cocorico français, opéré au niveau du cerveau, voilà, aidé à un assistant robotique pour avoir voilà, c'est pas un robot classique, puisque ce robot va travailler au niveau des micro-mouvements avec des mouvements très fiables et très sûrs. Donc voilà, c'est un robot très particulier, etc., etc. Il y a de nombreux use cases. Si vous en avez, on peut discuter ensemble. Si vous voulez qu'on creuse le domaine de la Smart Factory, d'ailleurs, c'est un petit coup de pub pour le magazine Programmé. Donc, vous pouvez aller dans les kiosques dès à présent et acheter le magazine Programmé. Donc, on parle sur plusieurs pages, sur 5 pages, c'est un hors-série, des fermes connectées. Donc, vous pouvez faire pas à pas le tutoriel et on a également une vidéo, pendant 1 heure de vidéo, pour vous montrer comment on fait et comment on crée des simulateurs si vous êtes en mode moyen du pauvre. Si vous êtes en mode un peu plus riche, vous pouvez acheter les capteurs en question. Voilà, ça c'est la partie robotique en question. Si vous avez des questions. Donc encore une fois, ce projet a été open sourcé sur le GitHub du MUG Lyon. Alors c'est juste qu'on n'a pas pu mettre tout encore, mais ne serait-ce que le simulateur de robot se trouve ici. Vous pouvez télécharger la partie Node.js, le code source se trouve ici. Et rapidement, réellement, vous allez, en l'espace de 30 minutes, obtenir des données qui vont circuler sous le protocole OPC-UA. Donc ça, c'est assez rapide et en toute transparence, c'est ce qu'on utilise pour nos clients. D'ailleurs, on dit à nos clients qu'on a un kit d'accélération et qu'on n'a pas honte de dire que il est open sourcé et il est disponible sur le site du MUG Lyon Smart Factory. Voilà un petit peu. Et les annexes, j'en ai toujours plein, donc j'ai toujours plein de choses à raconter. Si vous n'avez pas comment ouais, j'attends vos questions. On peut peut-être démuter si vous avez des questions à l'oral.
Voilà. Hop. Je vais fermer ici. C'est tout bon, mes chers modérateurs. Yannick. Permis à tout le monde de parler s'il en a envie. Oui, allô? Bonjour. Oui, bonjour. À qui Oui, affaire? Oui, bonjour. c'est Ludovic. J'ai posé la question tout à l'heure concernant le cloud, s'ils Oui. n'étaient pas frileux à mettre leurs infos là-dedans. Mhm. En fait, ça concernait la confidentialité des données et aussi les risques de coupure, par exemple, Oui. liés à l'externalisation des traitements, etc. Est-ce qu'ils ne sont pas frileux par rapport à ça? Puis, par exemple, Pas de aussi de souci. partager leur BOM, etc. dans le cloud, au niveau de la pharma, etc. Oui. Et c'est ça. Donc, et l'une des raisons pour lesquelles la partie SCADA, elle est critique et vitale à l'usine. Il faut pas mettre du SCADA dans le cloud, par exemple. Enfin, en tout cas, moi, je ne vois pas du SCADA dans le cloud. En plus, on va perdre du temps de latence. Le SCADA, il reste là où il est. Donc, c'est-à-dire, pour répondre à ta question, qui est Internet ou pas Internet, l'usine doit fonctionner. D'une part. Donc, pour répondre à ta question, s'il n'y a pas Internet, eh bien, il nous manque, si on n'a pas l'ERP direct pendant les 5 minutes, on ne va pas mourir. Donc, ça va encore. Si le patron de l'usine, si le client au niveau Salesforce n'a pas son bon de commande et son intervention client dans les 5 minutes ou même dans la demi-heure, on ne va pas mourir. En fait, même si les informations s'affichent en temps réel, il faut qu'on puisse concevoir au niveau architecture des choses où on ne dépende pas du cloud, puisque par principe de sécurité, donc ça c'est un principe d'architecture, hein, on part du principe pessimiste que le cloud peut ne pas être opérationnel à un instant T, et donc c'est pour ça qu'on appelle le transient fault handling en franglais, si ça vous parle. Donc, transient fault handling, il y a un mécanisme qui, de façon exponentielle, va écrire dans les bases de données avec des retrial policies, donc avec des politiques et des stratégies de retrial. Il y a également, pour compléter cette partie-là, pour répondre à la question complémentaire, il y a des notions qu'on appelle du digital twin, c'est-à-dire qu'il y a ton véritable objet ici à gauche et ton jumeau numérique à droite, digital twin. Ce qui veut dire que quand tu as une coupure d'Internet, eh bien, ton robot physique continue à travailler. Je ne sais pas, moi, tu allumes un gyrophare, tu ouvres le capot de maintenance, et donc il y a des statuts qui sont enregistrés ici à gauche. Et de la même façon, puisqu'on n'a toujours pas Internet, rappelez-vous, si on va travailler sur des données uniquement dans le cloud, le jour où on a Internet à nouveau, ou les heures qui suivent, on a Internet à nouveau, il y a cette résolution de conflits. Donc, il y a encore 10 ans, avec mes collègues codaient à la main cette synchronisation. Soit on paye un logiciel qui coûte c'est des milliers et des milliers d'euros, des logiciels de synchronisation de bases de données relationnelles, soit on fait appel aux fonctionnalités de Digital Twin pour travailler en mode déconnecté. Ça, c'est vrai également sur la partie mobile. Si vous avez un téléphone mobile qui, à un moment donné, n'est plus connecté à sa source de données, le téléphone mobile doit avoir sa mini base de données, et quand il a à nouveau la connectivité, eh bien, il y a cette synchronisation et surtout la résolution des conflits lors de cette synchronisation. Donc ça répond également à la partie qu'est-ce qui se passe lorsque je n'ai pas plus de connectivité. Et là, tes Digital Twin, c'est quelle technologie derrière, en fait? Digital Twin, c'est un concept. Donc les technos, voilà, c'est un concept. Donc les technos, ça va être Azure, ça peut être Amazon, enfin plusieurs. Enfin, c'est comme si je disais la Smart Factory, c'est un concept. Donc le concept de Digital Twin, c'est ça. Donc Oracle va l'implémenter d'une certaine façon, PTC l'implémente d'une autre façon, voilà. Et par exemple, dans ton schéma, un MES, où c'est qui viendrait s'intercaler là? Moi, je dirais partout. Alors partout, je vais prendre le schéma un peu plus technique, peut-être, qui pique un petit peu les yeux, mais hop.
ou celui-là. Celui-là, attends, voilà. Est-ce que je prends celui-là ou celui-là? Voilà, il est un peu plus gros, on y verra mieux. Alors, n'oubliez pas que par défaut, l'usine 3.0 concerne cette partie noire ici, avec, par exemple, s'il y a deux usines, le copier-coller de ça en haut, avec entre les deux un réseau interne également. Donc maintenant qu'on est en 3.0, on passe par un cloud, donc c'est l'Internet des objets connectés, donc là c'est l'Internet. Et pour répondre à ta question, dans l'usine, eh bien, tu as déjà un MES classique, mais admettons que bah là, ce type de projet, clairement, si tu as une usine et avec 10 salariés dedans, ce n'est pas la peine de sortir tout ce que je viens de présenter ou tu en prends juste un petit bout. C'est pour des cas de figure où tu commences à avoir 3 usines avec potentiellement une multinationale, donc beaucoup plus grosse, hein, qui rachète une énième usine, une 50e usine, une 51e usine. Et la 51e usine, ils regardent, ah mince, qu'est-ce que j'ai comme outil de MES? Bah, soit des fois, et nous, Visio ou d'autres, on code à la main des outils de MES, à la main, donc c'est compatible avec aucun standard du monde. Soit on utilise des outils de MES qui sont ouverts et qui utilisent des bases de données PostgreSQL, par exemple, ou des outils de MES d'autres marques. Eh bien, ils sont en local ici, l'outil de MES. Ça, c'est le 3.0. Maintenant, pour répondre à ta question 4.0, eh bien, l'outil de MES, s'il est sympa et qu'il est ouvert, qu'il a été conçu correctement, et c'est pour ça qu'on fait appel à des éditeurs logiciels, pas du bricolage à gauche et à droite. Donc, la base de données sur laquelle s'appuie l'outil de MES, par exemple un PostgreSQL, eh bien, on a le schéma de base de données du PostgreSQL, eh bien, on resynchronise ce PostgreSQL dans le cloud. Et du coup, l'outil de MES, eh bien, tu le retrouves également dans le cloud à ce niveau-là. Ce qui veut dire que tu peux avoir 50 usines avec potentiellement, dans l'hypothèse idéale, que ces 50 usines disposent du même MES avec le même schéma, eh bien, on peut réaspirer ces informations-là, les compléter au niveau du MES entre guillemets master, enfin, ou global, corp, pour pouvoir l'utiliser et avoir des indicateurs à ce niveau-là. Ça répond à la question? Ouais, ça répond. Après, il y a toujours la question de la coupure, quoi, parce que si tu mets une partie dans le cloud, C'est ça. Et donc, c'est pour ça que la coupure, et il faut toujours l'avoir en présent à l'esprit, c'est que de toute façon, les salariés, enfin les personnes et les opérateurs et les ouvriers, ils sont dans l'usine. C'est-à-dire un cran au-dessus, les grands patrons, etc. Si le grand patron, il a ces informations de MES globalisées, donc agrégées, s'il l'a une demi-heure plus tard ou le soir même, ce n'est pas la fin du monde. Donc, par contre, le patron de l'usine qui a son outil de MES et qui doit interagir en temps réel pour arrêter la mise en prod et changer, je ne sais pas moi, changer le fusible ou faire intervenir sur une imprimante. C'est bête, hein, ça paraît risible, mais certaines imprimantes, si elles ne marchent plus, on ne peut plus imprimer des codes barres. Donc, on doit interrompre la chaîne de fabrication puisqu'on doit changer l'imprimante ou les PC. On fait appel à des PC. Des fois, les PC, ils ont 15 ans. Donc, ils ne sont plus tout jeunes, avec du Windows XP, du Windows 98. Donc, il faut les redémarrer ou quoi que ce soit. Eh bien, des fois, il y a des arrêts de service. Eh bien, il faut agir en local tout de suite maintenant. Il ne faut pas attendre que ces informations remontent dans un cloud. Et ça, dans 1 an, dans 2 ans, je te répondrai différemment avec la 5G si un jour on y arrive. Mais au jour d'aujourd'hui, il ne faut pas compter sur la remontée, sauf certains clients. Le cloud, il faut savoir que le cloud, par exemple Azure ou d'autres, propose un tuyau dédié, là, sans passer par Internet. Donc là, tu as la fibre optique dédiée qui connecte ton usine au cloud directement. Donc là, tu n'as plus d'Internet et tu as quand même beaucoup plus de chances que ça fonctionne. Donc là, potentiellement, tu peux mettre un MES juste au niveau centralisé ici, sans avoir la version dupliquée. Si tu as 500 usines, ça t'évite d'en avoir 500. Mais malgré tout, dans n'importe quelle architecture, même si tu as un câble, une fibre dédiée, même ici, dans l'usine, il suffit que quelqu'un vienne débrancher, et ça arrive régulièrement, c'est assez risible, mais la femme de ménage qui passe toutes les semaines, elle débranche pour brancher le fil
de son aspirateur. Et puis là, on ne comprend pas pourquoi le vendredi, entre telle heure et telle heure en soirée, la productivité baisse. Et au bout d'un moment, on s'aperçoit que c'est la femme de ménage. Ça paraît bête, mais c'est des vrais cas de figure. Hein. Ce n'est pas une blague. Voilà un petit peu. J'espère que ça répond à la question. Parfait. Ouais. Et en tout cas, ouais, envoie-moi un mail. Je serais intéressé de discuter avec toi en dehors de ce meeting-là. Pas de souci. Ouais. Je laisse la parole aux autres, mais j'aurais peut-être une ou deux autres questions. Et toi, tu fais quoi comme tu as quoi comme rôle? Tu es dev? Tu fais quoi comme quel est ton Je suis rôle? architecte produit chez un éditeur. D'accord, ça marche. Ouais. Voilà, donc je sais pas, je voulais que ce soit une session assez technique, mis à part la petite intro business là. Voilà. Donc n'hésitez pas à poser d'autres questions, aussi techniques qu'elles soient, normalement, où j'espère pouvoir y répondre, sans faire appel au joker, à mes équipes. Parce que évidemment, pour faire ce genre de projet-là, ce n'est pas une personne, mais c'est un ensemble de personnes assez important. Rien que sur la partie ERP, ouais, par exemple, ERP SAP, là, il y a 1000 personnes pour faire juste un projet. C'est un exemple, hein, mais enfin un projet ou plusieurs projets d'ailleurs. La partie réalité augmentée, selon la nature des projets, on peut être une équipe de 5 ou 6. La partie IoT industrielle, des fois, on est des équipes selon la taille des projets, mais certains projets, ça dure 6 mois, 1 an, et des fois, on est des équipes de 5, 10. Après, des fois, on n'est pas à temps plein, tout le monde n'est pas à temps plein, tous en même temps, mais on peut monter à une dizaine ou une vingtaine de personnes. Voilà. Donc, c'est disponible sur le Mug Lyon. N'hésitez pas à contribuer, à poser des questions, à discuter Distil 47 ici, lui faire des feedbacks. Et voilà, c'est disponible. Le Bill of Material également, si vous voulez reproduire ça chez vous, la liste est disponible. Donc, voilà. Si vous avez des questions complémentaires, je reste toujours disponible, hein, comme je vous disais, sur mon Twitter. Le mieux, c'est LinkedIn, parce que mon LinkedIn est connecté à mon adresse email, donc je reçois mes mails plus rapidement. Voilà. Une question sur le prix des robots. Alors, je ne sais pas si c'est confidentiel, mais j'ai ça en tête. Donc, on pourra le dire en off si vous avez besoin. Le poids des robots, comment on déplace tous ces robots-là. Enfin, en fait, j'ai déjà pas mal de réponses à vous apporter. Le voltage derrière ça, la complexité. Par exemple, rien que ce produit-là, alors il vient en 1000 morceaux, hein, c'est en 9 morceaux, parce que ce sont des modules. C'est flexible. C'est pas juste un bloc. Avant, je sais pas, il y a 20 ans, un automate programmable, c'était un bloc et puis point final. Là, c'est modulaire. On retire des petits bouts, on rajoute d'autres bouts. Il y a un rack, on rajoute d'autres éléments. Donc, ça reste assez flexible. Si on veut aller plus vite, il y a des gammes plus ou moins performantes, plus ou moins chères. Les notices, elles sont de qualité industrielle. Hein. Il y a 3000 pages de doc, des choses comme ça. Donc, c'est assez complet. Je pense que Romain Voilà. voulait prendre la parole. Ah oui, je ne vous ai pas parlé des… Allez, go. Non, mais deux petites questions rapides. Du coup, est-ce que tu peux nous donner une estimation du coût total de ta BOM? Et autre question, est-ce que tu as eu un cas de chaîne de production, en fait, Oui, c'est déployé en prod. Un cas concret, en fait, enfin, je sais pas, par exemple, un bras qui va prendre un objet brut, un bras avec je sais pas, une Dremel ou un truc comme ça, qui va faire tout ce qui est ouverture sur un boîtier. Et voilà, est-ce que tu as des exemples concrets? Enfin, oui. Voilà, un peu plus. Alors, je ne pourrais pas trop rentrer dans le détail, sinon on va vite comprendre de quelle société il s'agit. Mais je vais te présenter ça. Donc, d'abord, pour répondre à ta première question, le BOM de cette partie-là, ce que l'on voit là, ici,
Alors, c'est un BOM, y compris le temps passé, etc. Donc, c'est un BOM global. Si tu retires, donc je soustrais, hein, tu retires cette boîte noire-là qui est particulière. Donc, disons, c'est ces 3 éléments-là. Si tu retires ces 3 éléments-là, ce que tu as sous les yeux, c'est du 10 000 euros. Parce que c'est que du matériel industriel. Hein. Mis à part ce bras robot qui est fictif pour montrer, pour faire écho véritable ici, et mis à part ce bras robot, tout ce qui est ici, c'est de l'industriel qui passe les normes d'humidité, d'émissions d'ondes, etc. C'est du 10 000 euros. Après, sur ces 10 000 euros, tu rajoutes autant d'options que tu veux. Cette partie-là, je ne peux pas la donner en public puisqu'elle est… il y a plein de… C'est un ordinateur, on ne voit pas très bien ici, mais c'est un ordinateur industriel fanless avec plusieurs entrées-sorties, des câbles, des prises réseau. Il y a au moins, je crois, 5 prises réseau. Donc, c'est un modèle très, très particulier. Et donc, selon les options que tu vas mettre dedans, du GPU, des antennes 3G, 4G, il y a beaucoup, enfin, le prix varie beaucoup. Comme une tour, en fait, une tour de PC de gamer, bah, tu as du simple au double ou au triple. Donc, les prix sont assez variables. Voilà, donc ça, c'est mis à part les quelques éléments ici. Tu peux compter sur du 10 000 euros à ce niveau-là. Après, 10 000 euros, tu n'es pas obligé d'avoir des trucs aussi jolis qu'ici. Hein. Tu peux juste prendre les pièces et les mettre en vrac sur une table. Ça va fonctionner. Et d'ailleurs, pour répondre à ta deuxième question, le fait de mettre en vrac sur une table, avant intervention chez le client ou les clients, alors, on a plusieurs cas de figure. D'ailleurs, je vais te prendre le cas de figure précis ici. Tu me demandais un cas de figure. Alors, je vais voir si je ne l'ai pas mis ici. Dans mes annexes ou pas. Non, je ne l'ai pas là. Alors, le cas de figure, alors, qui est en mode un petit peu cartooné, c'est celui-ci. Je vais prendre l'exemple réel. Alors, ça débute comme ça. Donc, le robot réalise des… Alors, celui-ci, ce cas de figure-là, c'est de la palettisation. Donc, c'en est un. Je peux rentrer dans un deuxième cas de figure, par exemple, mais c'est souvent identique. Hein. Il y a même 3, 4, 5. Ces cas de figure s'appuient sur le même scénario que je vais vous décrire. Il y a un bras robot qui réalise son travail. Donc, par exemple, de la palettisation, tu parlais, ou par exemple, qui perce, ou un tour. Hein, un tour, donc tu mets des pièces, ça tourne, et là, on va venir découper la pièce ou fraiser des éléments, ou avec un CNC, des commandes numériques à ce niveau-là. Donc, le robot produit de la donnée. On va récupérer ces informations au travers d'un automate programmable, idéalement en OPC-UA. Ça nous simplifie la vie. C'est comme si tout le monde était en USB-C et c'était plus simple. Comme ça, il n'y a plus d'USB classique, les grosses prises, les mini, les RS232, etc. Tout le monde parle le même langage. On récupère ces infos dans un agrégateur de données. Donc, cet agrégateur, pourquoi un agrégateur? C'est parce que tout le monde n'est pas en OPC-UA. Certaines choses sont, par exemple, des moteurs. Un moteur, il n'y a pas d'OPC-UA, c'est juste un moteur, donc il y a l'ampérage, le voltage, il n'y a pas d'OPC-UA derrière. Donc, on va récupérer des informations d'intensité au niveau du moteur. Et après, ces intensités-là, on va les envoyer soit dans une carte d'acquisition de cette box, ou soit on passe encore une fois par un automate programmable qui va convertir cette partie analogique en numérique. Voilà. Donc, à gauche, une foison de protocoles. Ici, on convertit tout en OPC-UA. Et après, une fois qu'on est en mode OPC-UA, la partie Edge Computing va pouvoir travailler. Donc, on travaille en remontant les informations de taux de productivité, le TRS, taux de rendement synthétique, ou OII en anglais, OEE, traduit en français, pour pouvoir remonter ces infos et les traiter en local ici, sur le Edge Computing. Une fois qu'on a traité en local, par exemple avec une chute de productivité, on va lever des alertes. Donc, ce Edge Computing va dire, mince, il y a un gros problème, il y a une chute de productivité, et donc dans ton SCADA également, le SCADA il va être au courant de toutes ces informations-là qui vont remonter
enfin, ton SCADA et ta partie MES vont travailler sur ces informations-là de façon historique, parce qu'ils sont déjà là en mode industrie 3.0. Ce qui veut dire qu'on va allumer des gyrophares en local, on va pouvoir activer ou fermer des portes pour pas qu'on accède aux robots ou aux palettes qui vont tomber, par exemple. J'ai vu des cas de figure où des convoyeurs convoyaient, donc acheminaient des cartons, et certains de ces cartons tombent. Donc, tombe, donc il faut bloquer la zone, intervenir, nettoyer. Donc, s'il y a des portiques automatiques pour fermer ça, donc la partie temps réel va s'activer. Ensuite, la partie semi-temps réel, donc near temps réel, c'est pour ça que je fais bien la distinction entre l'industrie 3.0 qui travaille en temps réel et la partie near temps réel qui est la nôtre, un peu celle des développeurs cloud. Donc, le near temps réel va lever une alerte. Cette alerte va traverser les firewalls, etc., arriver dans le cloud. Et c'est là où on branche tous les outils de la Terre entière. Et cette alerte va être traitée par une personne, un patron, du coup, haut niveau, et se dit, mince, il faut vraiment intervenir en complément des alertes qui ont déjà été levées de façon classique en industrie 3.0. Cette alerte va descendre, arriver ici, à ce niveau-là, pour allumer, par exemple, une sirène, pour aller encore plus loin dans l'escalade des remontées d'alerte. C'est comme un peu le support technique niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc là, on est arrivé à un niveau top management qui redescend l'information. Une fois que l'on a ça, donc je continue le véritable ou les véritables cas de figure. Hein. Là, j'en ai un en tête que je déroule, mais ce cas de figure se transpose à d'autres cas de figure que je pourrais dérouler également. Pardon. Alors, une fois que l'alerte est arrivée sur ce robot, eh bien, alors c'est des vrais cas de figure. Je ne vais pas détailler trop les véritables cas de figure, mais un opérateur va intervenir sur le robot ou sur les équipements qui sont autour. Suite à son intervention, eh bien, il va pouvoir appuyer. Donc, on lui demande d'appuyer sur des boutons de qualification, donc des boutons physiques, pour pouvoir remonter les informations et faire ce qu'on appelle du Advanced Analytics, des analyses avancées. Ces analyses avancées, en complément de la ribambelle de capteurs qui remontent déjà des informations, ces Advanced Analytics opérés à la main vont pouvoir aller beaucoup plus loin. Par exemple, pourquoi? C'est parce que, par exemple, les capteurs de robots classiques, par exemple, capot ouvert, capot fermé, donc ça, c'est facile. Donc, l'info remonte, arrive dans le cloud. Mais seul l'humain peut savoir pourquoi le capot est ouvert, pourquoi le capot est fermé. S'il est ouvert parce que, je sais pas, la femme de ménage est passée et son aspirateur a décroché un bout du robot et la partie du robot s'est ouverte. S'il y a eu une fuite, donc le colis qui est tombé là, du conveyor, et s'il y a un liquide à l'intérieur qui inonde un petit peu, eh bien, on doit ouvrir le capot pour l'éponger, etc. On ne sait pas et c'est imprévisible. Donc, on ne va pas prévoir tous les cas de figure de capteurs pour pouvoir remonter ces infos. Donc, il y a toujours une partie humaine qui intervient et qui est intelligente pour pouvoir remonter les infos de façon plus précise. Un peu comme lorsque vous éteignez votre Windows Server, il vous pose la question, oui, mais pourquoi tu veux l'éteindre? Est-ce que c'est une maintenance prévue? Est-ce que c'est un accident? Est-ce que c'est ceci ou cela? Donc voilà, ces infos remontent, arrivent dans le cloud, et il faut imaginer que ça remonte à l'échelle de pas seulement une usine et un robot, mais c'est potentiellement une centaine de robots par usine, et vous avez 50 usines, 200 usines. Et là, le cloud permet d'avoir un data lake qui puisse travailler sur ces données. Et ces données, très souvent, moi, je mets de l'open source à l'intérieur pour pouvoir utiliser des outils classiques d'analyse. Donc voilà, ça va être, je sais pas, donc certains vont utiliser du Spark, d'autres du Python, du R. Voilà, on va utiliser des outils d'analyse classiques pour pouvoir croiser les données, analyser, aller beaucoup plus loin dans les analyses. Et je peux rentrer dans les use cases fonctionnels, mais après, on va vite retrouver les clients. Donc ça sera un peu compliqué à vous présenter.
Voilà, j'espère avoir répondu aux questions d'un use case en particulier. Et ça fonctionne. Ce fonctionnement-là est identique, même si vous fabriquez, alors il faut que j'anonymise, mais du bois, par exemple. Si votre usine fabrique du bois, des vaccins, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je ne peux pas citer non plus, des équipements pour la cuisine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, c'est assez varié. Ou alors dans un autre registre, dans les fermes connectées. Voilà un petit peu. Si tu as d'autres questions ou si je n'ai pas assez répondu aux questions. Très bien, merci. On a une licence JetBrains, peut-être que ça va peut-être pas forcément intéresser tout le monde, mais elle est à gagner. Ouais. C'est une licence qui permet d'avoir un outil gratuit sur JetBrains, donc que ce soit un éditeur de code. Vincent, à toi de décider la méthode. Oui, je vais poser une question. Alors, je ne sais pas si vous avez… alors, je vais trouver pas trop dur, parce que ça demande… bon, je vais commencer par une question. Il y a, si vous avez été attentif, un algo, un IA particulier, ici utilisé. Est-ce que c'est l'IA de type classification, on classifie du vert, du blanc, ou c'est une IA de type détection d'objets, donc on détecte ici un objet. Est-ce que c'est une IA de détection de défauts? Donc voilà, vous avez 3 réponses possibles qui pourraient me donner la bonne réponse. Ou ça peut être au pif, hein, au hasard. Après, je peux faire, donc je laisse encore 3 secondes et je vais poser une autre question si vous n'avez toujours pas répondu. 3, 2, 1. OK, donc je vais poser une autre question. Classification. Eh bien, la réponse n'est pas ça. C'est pas ça, désolé. C'est Object Detection. Donc là, on va… Object Detection, c'est un algo beaucoup plus sophistiqué que la classification. Classification, c'est est-ce que j'ai un bocal ici, oui ou non? Ou est-ce que c'est un bocal ou une paire de chaussures? Donc là, je classifie. Mais l'Object Detection, il va détecter et localiser dans l'image où se trouve l'objet et quel type d'objet se trouve sur l'image. Voilà, donc c'est un peu plus gros et l'algorithme est beaucoup plus gros aussi à déployer. Donc, il faut une box ici qui puisse cartonner si vous avez des algorithmes sophistiqués et gros avec idéalement du GPU. Voilà, donc c'est un exemple. C'est de trucs open source type… c'est OpenVR, Keras, tu vas pouvoir retrouver des algos de façon classique, puisque tu encapsules ces algos dans du Docker et tu as la main dessus pour le faire fonctionner comme bon te semble. Voilà, donc tu as le TensorFlow, tu as les différents algos que tu connais. Après, tu as des formats également, des formats ONNX, des formats d'intelligence artificielle universelle, ONNX, ou d'autres formats possibles pour échanger ces données-là. Voilà. Qu'est-ce que je vais poser comme question? Donc là, quelques applications. Ici, on utilise des containers. Qui c'est qui me dit quel type de container est-ce que c'est ici, à ce niveau-là? Facile celui-là. Vous avez du Docker, non? Ouais, c'est du Docker. Ouais. Donc, c'est des containers Docker. Et pour être plus précis, dans le boîtier Edge Computing, c'est du Moby. C'est une variante. Voilà. Mais oui, c'est des containers Docker. C'est-à-dire, sur votre PC, vous fabriquez votre environnement, tout comme si vous étiez dans l'usine. Et vous pouvez monitorer. Alors, c'est vraiment magique. Hein, je ne sais pas si… il faut le vivre pour faire ça. Vous déployez dans une usine à l'autre bout de la Terre vos containers Docker. Et juste avec la magie d'Internet, ce fil sécurisé, là c'est mon PC en local à Lyon, et je peux voir si les modules sont en mode running sur le PC dans l'usine en question.
ils sont en running, s'ils sont HS, si Kibana tourne correctement. Voilà, vous pouvez, si vous voulez, mais ce n'est pas recommandé évidemment, mais puisqu'on se fait auditer, vous pouvez fabriquer des virus et faire en sorte d'espionner toute l'usine en question. Évidemment, il ne faut surtout pas le faire, puisque sinon, plus personne ne vous fera confiance. Mais ces modules sont également audités. Hein, donc, quand on déploie ce genre de projet au niveau international, il y a des cabinets experts en sécurité qui auditent le code sans dessus-dessous. Donc voilà, la partie réseau, la partie performance. Donc voilà. Donc tu as gagné une licence pour… On était 2 à répondre en même temps. Ouais, oui, mais bon, c'est 1 sur 2. Donc, en même temps, on n'est pas nombreux dans cette session. Ouais. Mais celui qui a gagné la licence, je ne sais pas c'est qui, c'est Ludovic ou bien Romain. Ben, n'hésitez pas à me communiquer votre adresse email, je vous l'enverrai directement. Ouais. Bah, y a Max qui est là, Maxime. C'est MB, non? Max Bimaz. C'est Maxime qui est là, non? Peut-être, je ne sais pas. MB. C'est mystérieux, c'est la magie de la connectivité, de l'anonymisation possible. Voilà, un petit peu ce que j'avais à raconter là-dessus. Merci en tout cas d'avoir été connecté aujourd'hui, malgré la concurrence féroce par rapport au président de la République en ce jour, sur cet événement. Et ça marche. J'aurais une ou deux questions écoutez, je reste à disposition. Si tu as un moment. Ouais, vas-y. Après, on peut faire en off, hein, parce que si les autres veulent partir, je sais que le mug a été beaucoup sollicité déjà à ce niveau-là. Mais en tout cas, on peut arrêter dès à présent l'enregistrement. Et par contre, on reste connecté. Là, tu me poses tes questions, il n'y a aucun problème. Allez. Parfait. J'arrête l'enregistrement là. Yes, super. Merci beaucoup.